on va dire, d'aujourd'hui, c'est de parler de la communication, notamment la communication digitale suite à pendant la période qu'on vit tous là, en post-confinement, en déconfinement, parfois en réouverture ou en redémarrage d'activité. Il y a plein d'enjeux qui prennent place vraiment en ce moment. Et puis, selon les secteurs d'activité, selon ce qui s'est passé ou non pendant le confinement aussi, c'est difficile parfois de trouver sa voie pour savoir comment reprendre sa communication de façon responsable aussi et efficace. Donc, c'est l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Moi, je vais commencer par me présenter. Ça me plairait beaucoup qu'on puisse faire un petit tour de table vu qu'on est peu. C'est pas du tout obligatoire, mais pour que vous vous présentiez aussi et peut-être que vous me disiez et que vous partagiez avec tout le monde les raisons de votre présence là, ce qui vous intéresse plus spécifiquement, peut-être votre situation. Et puis ensuite, j'enchaînerai sur la petite présentation que j'ai préparée et qui est à la fois une présentation avec, on va dire, des éléments de base sur la gestion de la communication de crise, puisque finalement, on n'invente rien, hein, c'est de la communication de crise et voilà, il y a quelques bases que je vais vous présenter. Et puis, je vais revenir aussi sur quelques cas que j'ai expérimentés en tant que consultante pendant le confinement et pendant le début de la crise liée au Covid, pour que ça puisse aussi vous donner des éléments de réflexion sur ce qui peut être mis en place, etc. Alors, pour me présenter, moi, je m'appelle Swazik Fouillant, je suis consultante en marketing digital et je suis formatrice sur les mêmes sujets. Ma spécialité, c'est vraiment la construction de l'image de marque en ligne, donc du branding et la mise en place d'une stratégie d'acquisition en ligne. Donc, je travaille beaucoup pour des PME ou des startups, souvent des acteurs qui ont des acteurs économiques qui n'ont pas la taille critique pour avoir une fonction marketing à l'interne et qui ont pourtant besoin d'être visibles, de générer de l'acquisition, du trafic sur le site web, et de tirer son épingle du jeu, notamment sur Internet, ce qui peut être compliqué quand on n'est pas forcément familiarisé avec ces outils-là. Voilà, donc ça, c'est mon métier. Aujourd'hui, je m'intéresse à cette thématique de la communication de crise, évidemment, parce que ça a impacté tous mes clients. Je ne suis pas spécialisée par secteur, donc j'ai des clients qui appartiennent vraiment à plein de secteurs d'activité différents. Et c'est intéressant de voir que tous mes clients ont été impactés, pas du tout dans les mêmes proportions et pas du tout de la même façon. Mais du coup, ça me permet aussi d'avoir, sans avoir une expertise du tout de la communication de crise, mais d'avoir couvert plusieurs cas pendant cette crise sanitaire, d'avoir couvert plusieurs cas de comment ça a pu se passer chez mes clients. Et c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ok, alors moi, je vais vous montrer, je vais vous partager mon écran. Petite intro en vous montrant ce joli graphique là. Vous aurez peut-être reconnu, pour ceux qui ont l'œil averti, les couleurs de Google Trends. Et en fait, ce qui est intéressant sur ce schéma, j'ai volontairement pas mis les légendes, c'est que vous voyez ce gros pic bleu là, certainement vous vous en doutez déjà. Ce gros pic bleu, c'est le pic des recherches du mot coronavirus sur Google. D'accord ? Google Trends, pour ceux qui ne connaissent pas, est un site c'est un produit Google en fait, qui nous permet d'avoir des données sur les volumes de recherche effectués sur le moteur de recherche Google au quotidien et d'avoir des effets de comparaison comme ça, des évolutions et même des tendances, de détecter des tendances de recherche. Donc là, j'ai cherché sur le mot coronavirus et on observe cette courbe-là. Donc, ce qui est intéressant sur cette courbe, déjà, c'est de voir qu'on a un vrai pic avec une croissance très, très rapide à partir du 16 février. En fait, un tout petit peu avant, mais surtout à partir du 16 février et du confinement, parce qu'en fait, on a vécu plusieurs crises pendant cette crise. La première, c'est évidemment la pandémie qui frappe le monde, mais il y a aussi le confinement qui est une restriction des libertés imposée pour des raisons sanitaires, mais qu'aucun d'entre nous n'a jamais connu depuis le début de notre
vie et qui a imposé tout un nouveau mode de vie en fait qui n'a pas du tout été anticipé puisque ça a quasiment été mis en place du jour au lendemain. Et donc c'est aussi ce qui a créé, on le voit, ce pic d'intérêt pour le sujet. C'est aussi cette situation, on va dire, politique et de mode de vie, les implications sur notre mode de vie. Et donc, ça, c'est un premier constat. Et simplement pour avoir un effet d'échelle, parce qu'à la limite, un pic, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire, un pic. Je vous ai mis en rouge une comparaison avec un autre mot-clé pour que vous puissiez estimer par rapport à cet autre mot-clé ce que ça représente, ce pic. Et le mot-clé que j'ai choisi, là, qui est représenté par la ligne rouge, c'est le mot-clé Emmanuel Macron. Donc, vous vous rendez compte que j'ai choisi volontairement un mot-clé qui est quand même énormément tapé, recherché sur Google. Et j'ai choisi de les comparer pour montrer à quel point toutes les recherches autour du coronavirus ont été dans des proportions qui sont vraiment sans commune mesure, quoi. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de partir de ce constat-là, c'est de se dire que, évidemment, en tant que communicant, on n'a pas d'autre choix en fait que de parler du coronavirus parce que la réalité, c'est que à ce moment-là, il n'y a eu que ça. Le coronavirus, pendant les premières semaines de confinement et même encore jusqu'à... Alors aujourd'hui, on sort un peu quand même de cette dynamique-là, mais il n'y a eu que ce sujet-là, il n'y a eu que ce sujet-là qui intéressait, il n'y a eu que ce sujet-là dont on parlait, etc. Et c'était trop difficile. En fait, en parlant d'autre chose, ça revient à être inaudible. Donc, c'est certain que le 18 février, c'était complètement invraisemblable et inespéré de faire une campagne de communication sur un produit, une offre, un lancement. Ça ne pouvait pas fonctionner. Et d'ailleurs, moi, j'ai quelques clients qui n'ont pas eu la réactivité de tout de suite adapter leurs outils de communication et qui l'ont quand même payé pas forcément cher parce qu'ils se sont vite adaptés, mais qui l'ont payé parce que, évidemment, à partir du moment où la crise a démarré, c'est devenu complètement caduque tous les autres types de messages qui pouvaient être diffusés. Ensuite, on a des méthodes. Moi, la grande méthode que je vais vous présenter en gestion de crise, c'est les 3 L, donc c'est Listen, Learn et Love. On utilise souvent ce triptyque pour parler de comment on peut communiquer en temps de crise, que ce soit en temps de crise pour la marque, mais aussi en temps de crise sans lien avec la marque ou avec l'entreprise. Évidemment, on commence toujours par listen. Listen, c'est donc écouter en anglais. Et c'est essentiel dans toute communication de crise. C'est le premier truc qu'on lit quand on commence à s'intéresser à la communication de crise. C'est que, évidemment, pour pouvoir gérer une crise, il va falloir commencer par être extrêmement attentif et être très précis dans la veille qu'on fait. À la fois la veille pour sentir quelle est l'atmosphère, dans quelle atmosphère évoluent vos clients, vos audiences, mais aussi être attentif pour savoir éventuellement les messages qui remontent vis-à-vis de votre marque et donc qui concernent votre marque, votre entreprise. J'ai mis un temps fou à retrouver qui avait écrit cette citation que j'aime beaucoup. Et je suis même pas sûre que ce soit vraiment Confucius parce que Internet n'est pas d'accord à propos de ça. Mais en tout cas, je vous l'ai mis quand même. C'est une phrase que j'aime beaucoup de façon générale et qui se prêtait pas mal à la situation de dire si l'homme a 2 oreilles et une bouche, c'est pour les utiliser proportionnellement. Et en effet, c'est beaucoup plus important en communication de crise de bien écouter que de prendre la parole en réalité. Donc, c'est le premier conseil que je pourrais vous donner par rapport à ça, c'est vraiment d'être extrêmement attentif et de mettre en place un dispositif de veille encore plus efficace que d'habitude. Même aujourd'hui, à l'heure du déconfinement, c'est essentiel de pouvoir sentir quelles sont l'évolution dans les états d'esprit des gens auxquels vous vous adressez, de sentir aussi quelles sont les tendances en termes de conversation, de quoi on parle, qu'est-ce qui intéresse les gens en ce moment, et puis surtout de bien surveiller de quelle façon votre image est engagée
dans cette actualité. Aujourd'hui, pour mettre en place des dispositifs de veille, notamment sur Internet, vous avez de nombreuses possibilités qui vous permettent de faire une veille quand même assez précise sur un ensemble de mots-clés ou sur des sujets ou simplement d'observer des tendances. Donc moi, les deux outils là que je vous recommande, alors comme vous semblez être pour plusieurs professionnels du métier, je pense que c'est des outils que vous connaissez déjà, mais bon, ça vaut toujours le coup de le rappeler. Google Alert, bien sûr, l'outil Google qui permet de configurer des alertes sur des mots-clés en définissant aussi des fréquences pour recevoir tout simplement, dès qu'il y a l'apparition d'un certain mot-clé dans un certain contexte, pour recevoir une alerte par email de l'apparition de ce résultat de recherche. Et puis Mention, qui est un outil de veille assez complet aussi, qui va vous permettre de configurer à la fois des mots-clés sur lesquels vous êtes attentif, mais aussi d'aller chercher toutes les mentions de votre marque, de votre entreprise, et d'agglomérer en fait toutes ces informations sur des tableaux de bord pour vous permettre de piloter votre veille. Ce qui va être très important dans cette phase-là de veille, c'est de bien de vous permettre de traiter l'information, c'est-à-dire à la fois de construire ce dispositif de veille, mais aussi de montrer à votre audience, à vos clients, que vous êtes à l'écoute. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un vrai effet d'apprentissage sur ce que vous allez pouvoir mettre en place en termes de communication de crise. Ici, dans cette deuxième partie, donc learn, justement, apprendre. En fait, qu'est-ce qu'on va chercher à apprendre en écoutant? On va chercher à apprendre déjà à saisir sur quelle tonalité on va pouvoir s'exprimer. Parce qu'il faut bien imaginer que sur des périodes comme ça tendues, le même message peut être reçu différemment à quelques jours d'intervalle parce qu'on n'a pas les mêmes actualités, parce qu'on n'a pas les mêmes informations, mais aussi parce que tout simplement, on ne peut pas résumer l'humeur des Français. Enfin, on ne peut pas dire que on a tous forcément le même état d'esprit au même moment, mais on a quand même un phénomène d'unisson là pendant des crises comme celle-ci où il va y avoir des grandes tendances quand même observées et il faut être capable de le saisir pour sentir si l'heure est plutôt à l'abattement. On ne va pas être dans un message euphorique. Voilà. Et au contraire, si on commence on observe un phénomène de reprise, c'est un peu le cas en ce moment, de reprise parce que on ne voit pas encore arriver la deuxième vague, que le déconfinement se fait progressivement, que les gens petit à petit se réhabituent à un mode de vie plus semblable à ce qu'ils connaissaient, avec des contacts avec l'extérieur, du lien social, etc. Et là, du coup, on va pouvoir quand même adopter une tonalité qui sera moins empreinte d'appréhension, voilà, on va pouvoir quand même aller vers quelque chose de plus positif. L'idée, c'est aussi dans l'apprentissage, dans cette phase d'apprentissage, c'est aussi vraiment de comprendre de quoi ont besoin les utilisateurs, nos clients. Donc là, ça va être vraiment fonction du secteur d'activité de chacun. Il va y avoir évidemment une grosse problématique pour toutes les activités en physique, en présentiel, toutes les boutiques, tous les lieux qui reçoivent du public, l'industrie du tourisme, les bars-restaurants, etc. Tout ça, hein, il va y avoir des besoins qui vont être exprimés assez clairement par les potentiels clients, qui sont à la fois des besoins de retrouver ces lieux-là, donc voilà, un besoin de se projeter à nouveau en train de dîner au restaurant, par exemple, ou pour faire son shopping, voilà. Mais aussi un besoin important de sécurité, un besoin d'être rassuré sur les process qui sont mis en place, la façon dont l'entreprise a su s'adapter face à la crise du coronavirus. Et tout ça, vous pouvez l'apprendre justement au cours de votre veille en échangeant ou en lisant ce qui se dit
au sein de votre audience ou de vos prospects. Et évidemment, c'est relié aux besoins, hein, mais les questions, inquiétudes, il faut être très, très vigilant à ça. On a toujours dit que la base de toute activité commerciale, c'est la notion de confiance. Et c'est très vrai aussi, ça s'exprime très justement avec une crise sanitaire, parce que évidemment, si on a une inquiétude au sujet d'un éventuel process ou d'un risque de contamination, ça coupe totalement la volonté de consommer, d'acheter, de se rendre sur un lieu physique, etc. Donc, il faut être capable de bien les saisir, ces questions, ces inquiétudes, et elles diffèrent là aussi selon le type de commerce, le type de lieu physique ou même le type de vente à distance, hein, parce qu'on a aussi des questions qui reviennent. Moi, je l'ai eu avec un des clients dont je vais vous parler par la suite, sur est-ce que l'envoi par courrier représente un risque lié à la manipulation, enfin, la manutention qu'il y a autour de l'envoi du colis. Voilà. Donc, il faut bien être au courant de toutes ces questions, ces inquiétudes. Là aussi, je vous ai mis en place, je vous ai proposé 2 outils que vous connaissez sûrement, mais qu'il faut remettre un peu au devant de la scène dans cette étape-là. Être très attentif à ce qui se passe sur vos sites web ou applications mobiles pendant cette période va vous permettre de compléter l'apprentissage justement de quelle façon ça impacte votre usage, l'usage de vos prospects. Ça, vous allez beaucoup pouvoir en apprendre, notamment au travers de Google Analytics, en observant éventuellement dans votre tunnel de conversion, si vous vendez en ligne par exemple, où se fait le décroché, est-ce qu'il y a des différences majeures par rapport à avant le coronavirus. Vous allez pouvoir le voir aussi peut-être en fonction de la fréquence de consultation, du volume de trafic, de la provenance de ce trafic, etc. Tout ça, c'est des informations riches que vous pouvez retrouver sur Google Analytics et qui sont importantes à surveiller, notamment en ce moment en situation de crise. Et puis, alors je vous ai mis Messenger, c'était juste pour illustrer. Ça peut être Messenger, ça peut être d'autres. Cela dit, en ce moment, moi, je suis très branchée Messenger. Mais en tout cas, mettre à disposition des outils qui vous permettent d'échanger avec vos clients. Parce que en réalité, la veille, des outils de veille super efficaces, ou le fait de suivre vos analytics avec précision, ça ne remplacera pas non plus la simple possibilité de pouvoir échanger avec vos prospects, vos clients, les tenir au courant de ce que vous mettez en place, mais eux aussi recueillir leurs inquiétudes, leurs envies, etc. Et pour ça, alors pour faire de l'information descendante, vous avez bien sûr la newsletter, tous les modes de communication que vous utilisez habituellement, peut-être le SMS, ou l'envoi de courrier. Mais ce qui est intéressant avec des outils conversationnels comme Messenger, c'est le fait que vous puissiez aller dans les deux sens. Et grâce à Messenger, vous avez notamment la possibilité de configurer ce qu'on appelle des messages d'accueil et qui vous permettent, en fait, qu'un individu se rend sur votre page Facebook, d'avoir directement des propositions d'interaction qui s'offrent à lui depuis Messenger. Et ça peut être une bonne piste pour amorcer la conversation, justement, avec vos clients, avec vos cibles, d'aller chercher l'échange pour recueillir aussi, vous, ce que vous allez pouvoir, des informations pour mettre en place des actions adaptées. Voilà. Messenger, je parle de ça, mais il y en a d'autres, hein, encore une fois. Ça peut être une FAQ bien pensée aussi. Ça peut être un champ formulaire spécifique sur votre site internet, un chatbot, peu importe. Vraiment rattaché à Messenger, moi, je vous conseille de creuser cette possibilité du message d'accueil qui peut être très intéressante, surtout dans des moments comme celui-ci. Mais aussi, vous avez des possibilités de mettre en place assez facilement, même si vous n'êtes pas développeur, des chatbots, donc des échanges de messages automatisés qui se déclenchent selon des scénarios, comme les romans dont vous êtes le héros. C'est le même principe. L'internaute choisit quel message il a envie d'envoyer et en fonction, ça va lui renvoyer un message différent. Et vous pouvez configurer très simplement des chatbots avec plein d'outils dont certaines fonctionnalités sont gratuites. Je connais notamment ChatFuel,
donc ChatFuel, qui est un outil qui permet de lancer un chatbot comme ça gratuitement et assez simplement, avec simplement des briques logiques à assembler. Et ça peut être des idées intéressantes justement pour pouvoir répondre aux questions fréquemment posées, vous rendre disponible et à la fois récolter des informations sur les questions que se posent vos clients, vos sites. Et puis enfin, le dernier point de ce fameux triptyque des 3 L là, pour la gestion de communication de crise, c'est Love. Love, ça englobe le fait que l'idée que la marque, surtout dans une période de crise, elle doit adopter une posture bienveillante et essayer d'apporter quelque chose de positif à la conversation générale. Et donc, pour ça, c'est important de souligner que votre communication, elle doit être positive. Alors, quand je dis positive, je parlais plutôt on ne peut pas se permettre d'être euphorique quand l'heure est à l'abattement national. Ça ne veut pas dire pour autant que votre communication ne peut pas être positive. Je différencie les deux parce que positif, ça veut dire ne pas exprimer un message si c'est si le seul but c'est par exemple de faire du sensationnel, mais que c'est quelque chose de dur à intégrer ou qui apporte pas quelque chose qui incrémente pas la conversation d'un apport positif. Ouais, c'est ce que j'entends par votre communication doit être positive. Donc ça peut être se faire le relais d'une information, mais à ce moment-là, on se fait le relais d'une information pour transmettre par exemple l'utilité des gestes barrières ou pour relayer une initiative qui va dans le bon sens, etc. Voilà, là, c'est un incrément positif. Pour tout le reste, franchement, ça ne vaut pas le coup de s'engager là-dedans. Empathique, ça c'est très important. Bon, évidemment, ça va avec l'écoute et l'apprentissage, hein, le fait d'avoir une communication qui est empathique, de bien prendre compte des personnes que vous avez en face de vous et de tous les différents cas qui existent. Sur un sujet qui est complètement différent, mais qui me revient là parce que ça me fait penser un peu à ça. Dans la façon dont on communique en tant que communicant, on est le porte-parole d'une marque, on parle, on s'exprime pour une entité commerciale ou physique. Mais très souvent, on oublie qu'on n'est pas seulement un relais, on a chacun sa propre condition, donc on exprime les choses de la façon dont on les formule, et ça c'est un biais qui fait que de temps en temps, il faut faut être très vigilant vis-à-vis de ça. Moi je m'exprime en tant qu'une marque, mais je m'exprime aussi en tant que Swazik, je suis une femme, j'ai 30 ans, je vis à Toulouse, voilà, et donc je suis conditionnée et la façon dont je vais transformer le message est forcément un peu impactée par la condition dans laquelle je suis là. Le fait d'être empathique, c'est aussi prendre en compte le fait que vous avez en face tout plein d'autres conditions qui existent et que le message que vous allez formuler, il faut être sûr qu'il soit reçu et entendable par toutes les autres conditions différentes de la vôtre. J'avais entendu une conférence très intéressante qui parlait de la grossophobie qui est généralisée dans beaucoup de marques aussi, qui généralisent des messages grossophobes. Et voilà, et le conférencier disait un truc très juste, qui disait, voilà, parfois on se fait le relais de messages un peu railleurs ou parce qu'il y a une volonté d'être drôle ou simplement parce que c'est une mouvance générale de temps en temps de faire telle ou telle blague ou de diaboliser tel ou tel aliment, ou voilà. Et on n'a pas du tout le sentiment que c'est de la grossophobie. Et la question, c'est de se dire combien de gens on peut connaître tous dans nos quotidiens, et combien de gens on ignore qui ont aussi potentiellement des problématiques liées à la nourriture. Et en fait, le fait de sortir de la notion de je communique à une masse, mais je communique à des individus dont certains rencontrent cette problématique, et est-ce que j'ai envie de me faire le relais d'un message qui peut heurter, sensibiliser ou déranger certaines des personnes que constitue mon audience, et ben, ça permet aussi de prendre ce recul nécessaire et de se dire attention à pas se faire le relais de messages voilà, qui vont pas apporter quelque chose de positif à certaines personnes au sein de mon audience. C'est un peu pareil pour
le coronavirus et cette crise-là, le fait d'être empathique, c'est aussi faire attention à toutes les personnes qui ont… Il y a eu 1000 façons de vivre ce confinement, de vivre cette crise. Et, et on ne peut pas supposer pour tous les gens qu'on a en face de soi. C'est la raison pour laquelle on fait beaucoup de veille, mais c'est aussi la raison pour laquelle il faut être très attentif à la façon dont on relaie les messages pour anticiper tous les cas possibles, toutes les façons possibles d'avoir vécu cette crise-là. Et donc, selon ces différents cas possibles, on ne peut pas recevoir le message de la même façon. Et enfin, la notion de responsabilité, elle est très importante dans les situations de crise parce que, évidemment, on a une posture en tant que marque, on a une tribune et le fait d'avoir cette tribune nous responsabilise des messages qu'on diffuse et notamment pendant le coronavirus, ce qui est très important, c'est d'être responsable vis-à-vis de l'information qu'on transmet, des choses qu'on donne à penser aussi à nos audiences. Et ça passe par être extrêmement attentif sur les nouvelles qu'on peut diffuser, par exemple, parce qu'on l'a vu, hein, la crise du coronavirus, c'est aussi une crise médiatique et dans l'actualité. Et la responsabilité en tant que marque, ça va vraiment être de faire très attention à qu'est-ce qu'on relaie et comment on le relaie, comment on annonce les choses. Donc là, j'ai voulu vous présenter aussi des outils par rapport à cette partie. Je vous ai mis ici les décodeurs. Je sais qu'il y a aussi Hoaxbuster qui existe, qui sont des sites qui vous permettent de vérifier la fiabilité des sources, ce qui peut être très intéressant, voilà, quand on veut pouvoir communiquer quand même sur l'actualité, sur des messages, mais voilà, on doit avoir cette posture très responsable et d'être extrêmement vigilant avec les informations qu'on relaie. Donc, ce genre d'outil peut être utile. Et puis aussi, c'est pas un outil, j'ai mis une paire d'yeux là. C'est juste pour dire que souvent, en tout cas moi, dans les situations que je connais, la communication est souvent l'affaire d'une personne. C'est une personne qui va rédiger le message, qui va euh, le publier, et éventuellement avec validation, mais c'est elle qui va en être à l'initiative. Et pour rejoindre ce que je disais sur la partie empathie, c'est important de multiplier les regards, surtout dans une période comme celle-ci, de faire relire les messages commerciaux, de faire relire les contenus et d'avoir d'autres regards à porter sur une campagne de publicité, un message, une newsletter, parce qu'il y a des choses que tous les yeux ne voient pas tout, et il y a des choses que vous ne verrez pas avec vos yeux et que quelqu'un d'autre va voir et pourra vous alerter sur la façon dont peut être interprétée une phrase ou un mot, une image. Et voilà. Et donc, encore plus que d'habitude, c'est très important de multiplier les regards sur vos messages commerciaux. Voilà, alors c'est pas grand-chose, mais voilà déjà on va dire les briques qui me paraissent importantes en communication de crise, ces fameux 3 L et les outils associés. Et puis maintenant, je voulais vous parler pour terminer ce webinaire, de certains cas clients que moi j'ai rencontrés dans mes accompagnements en tant que consultante et qui me paraissent intéressants parce que chacun, ils ont quelque chose à nous apprendre de la façon dont on peut gérer sa communication en temps de crise. Le premier cas client, je l'ai appelé la promotion Covid. C'est une jeune start-up qui s'est lancée au début de l'année, en février pour être exact, enfin à la fin du mois de janvier, et qui a lancé un nouveau produit innovant, un complément alimentaire à base de cresson. Et en fait, c'est une façon d'utiliser le cresson qui est assez nouvelle. Eux, ils ont beaucoup travaillé sur ce projet. En fait, les deux porteurs du projet sont deux seniors, on va dire, des jeunes, des seniors start-upers. Et voilà, et ça fait déjà quelques années qu'ils travaillent sur ce projet de reconversion, on va dire, de revaloriser la filière du cresson au travers d'un produit qui serait plus facile à conditionner, à consommer, puis qui correspondrait plus aux usages. Et donc, ils ont imaginé ce complément alimentaire parce que le cresson est un aliment qui est riche de nombreuses propriétés nutritionnelles. Et donc, c'était très intéressant de le transformer sous forme de complément. Donc, après des années à la fois de recherche, avec des équipes sur la partie agro, vraiment agriculture, mais aussi la partie nutrition, comment le conditionner, comment le déshydrater, etc., quelle conservation, quelles propriétés nutritionnelles. Donc, tout ça, c'est beaucoup de R&D. Ça aboutit à la création de leur société et enfin au lancement de leurs produits à la fin du mois de janvier.
Et ils lancent leur produit, ce fameux cresson déshydraté sous forme de complément alimentaire, et la crise commence quelques semaines plus tard. Et donc là, c'est vraiment le coup dur parce que, bah, évidemment, en lancement de produit, on a envie d'autre chose que d'une situation comme celle-ci. Et puis voilà, ça fait suite quand même à des années d'investissement et qui devaient être récompensées à ce moment-là. Donc ça a été très difficile pour eux à vivre déjà, et puis surtout de se positionner, comment rebondir. Voilà. Et en fait, au départ, ce qu'ils ont voulu mettre en place, c'est ils ont voulu tout de suite réagir en se disant, ça avait un peu démarré avant le confinement, ils ont voulu tout de suite réagir en se disant, il faut qu'on baisse les prix pour rendre plus attractif notre produit, de façon à continuer à exister, parce que sinon, là, si ça s'arrête maintenant, c'est l'entreprise qui va mourir. Et donc, très vite, ils ont mis en place une promotion suite à la crise du coronavirus, du Covid-19. Et en fait, entre le moment de la mise en place de la promotion et le moment où ils m'ont appelé, il s'est passé assez peu de temps finalement, mais ils n'ont pas du tout eu plus de ventes, et surtout, ils ont eu beaucoup de messages, des messages plutôt pas contents du tout, évidemment, de gens qui trouvaient que c'était pas délicat pour un sou que de faire une promotion, de profiter entre guillemets de cette crise sanitaire pour faire de la promotion. À la fois, quand moi, ils m'ont contacté à ce sujet, moi, j'ai compris très bien la démarche qui les ont incités à faire ça. Et j'étais convaincue que c'était en effet une façon de gérer la crise et de permettre de continuer à vendre leurs produits et de participer à leur lancement, même pendant ce temps-là. Mais ce n'était certainement pas la bonne façon de le faire. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est plutôt une communication, pour le coup, 100% transparente et sincère. C'est-à-dire que ce qu'ils ont mis en avant, c'est le fait de dire, bah voilà, on est une petite start-up, on vient de se lancer, comme beaucoup d'entreprises, cette crise, elle nous inquiète. On était en plein lancement et on est convaincus des bienfaits du produit qu'on vous propose. Ça fait 4 ans qu'on travaille d'arrache-pied pour vous le proposer. Parce qu'on est inquiet pour notre activité, ben, on met en place une promotion pour la durée de la crise sanitaire pour nous permettre de continuer notre lancement et de préserver notre activité. Et en fait, de cette façon-là, en étant finalement beaucoup plus transparent et sincère, ça leur a permis d'obtenir l'effet escompté. C'est-à-dire que finalement, ils ont pu reprendre en effet leur lancement, ils ont pu réaliser des ventes, parce que mine de rien, ça a rendu aussi leurs produits plus accessibles. D'ailleurs, ça aurait pu être une logique, même en dehors du coronavirus, que de se dire au lancement, je vends mon produit moins cher. En tout cas, ça a vraiment participé au décollage de leur activité, mais tout en étant sur des bases transparentes, qui ont évité ce qui commençait à s'amorcer au début de leur promotion, qui ressemblait un peu à un bad buzz, parce que voilà, ça pouvait être très mal interprété en fait, cette façon de faire de la promotion. Voilà un premier cas client qui moi, je trouve, nous renseigne sur l'important aussi d'être transparent. Et parfois, quand on imagine des messages qu'on est en train de marketer, il faut aussi se dire, et finalement, ça rendrait quoi si je suis transparent? Parce que souvent, la transparence, c'est finalement ce qui marche le mieux. On perce très vite à jour un message qui est transformé, qui est packagé, on va dire. Et l'attitude qu'ils ont adoptée là, finalement, de sincérité vis-à-vis de leurs clients, c'était la meilleure attitude qu'ils pouvaient adopter. Le deuxième cas client dont je voudrais vous parler, c'est un cas client sur une boutique physique, où ils ont aussi une activité de vente en ligne, mais qui est très, très modérée. Ce client-là que j'accompagne, c'est un pantalonnier. Donc, un pantalonnier, c'est en fait une maison de couture, mais à Paris, qui fait uniquement des pantalons, qui vend uniquement des pantalons. Donc, c'est plutôt haut de gamme, même si c'est du prêt-à-porter. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas un tailleur. C'est du prêt-à-porter, mais prêt-à-porter haut de gamme, puisque on va dire les produits d'entrée sont situés autour des 300 €. Donc, voilà, on est quand même sur des pantalons assez haut de gamme, avec
un savoir-faire artisanal, une très grande qualité de produits, de tissus, etc. Et une grande qualité, évidemment, d'expérience client aussi, en boutique et sur leur site Internet. Eux, évidemment, comme beaucoup d'annonceurs qui tirent la majorité de leur chiffre d'affaires de vente en présentiel, l'activité s'est arrêtée complètement pendant 2 mois. Mais ça leur a permis de travailler sur leur reprise d'activité et ils ont mis en place des mesures qui sont finalement très intéressantes pour eux parce que c'est aussi très adapté à leur positionnement. C'est qu'en prenant compte des inquiétudes de leurs clients liées à la transmission possible du virus et à leur, on va dire, méfiance à l'égard de faire du shopping, et ben en fait, ils ont sorti un module de réservation, ce qui leur permet de complètement privatiser le magasin, en fait. Donc, le magasin devient non plus un magasin avec accès libre, mais un magasin accessible sur rendez-vous où vous pouvez venir réserver des créneaux d'essayage pour aller découvrir la nouvelle collection printemps-été, essayer les modèles et puis éventuellement les acheter. Là où c'est très intéressant et intelligent pour eux, c'est que finalement, le fait de mettre en place cet outil-là de réservation n'a pas si drastiquement que ça changé leurs habitudes, puisque on est sur c'est une boutique, enfin, ils ont 2 boutiques parisiennes, mais à chaque fois, c'est des petites boutiques, des petites surfaces. Et il y a quand même rarement plus de 2 clients en même temps, on va dire. Et de toute façon, on est sur des expériences d'achat qui sont tellement impliquantes pour le vendeur. Hein. Le vendeur, dans ce genre de boutique, est en permanence avec le client, à lui mettre des épingles pour éventuellement faire des retouches ou lui faire essayer d'autres modèles, lui parler des produits, des tissus. Donc, finalement, c'est pas possible pour eux de gérer 5 clients en simultané sur une boutique. Ça arrive de temps en temps, mais c'est quand même pas leur façon de faire la plupart du temps. Donc finalement, ça n'a pas non plus transformé énormément leur façon de procéder dans la vente, mais en revanche, ça a donné à la fois un sentiment de sécurité essentiel dans cette période pour ramener la confiance, et puis ça a aussi permis de valoriser leur hauteur en gamme, on va dire, parce que d'un coup, si vous réservez un créneau et que vous êtes seul dans le magasin pour essayer vos pantalons, vous faire conseiller, etc., c'est quand même une expérience qui elle-même est très haut de gamme, donc très alignée avec la qualité des produits que vous achetez. Et ce qu'on observe après quelques jours, semaines de mise en place, c'est que finalement, alors oui, la fréquentation en magasin, elle a quand même un peu diminué, forcément. Mais en revanche, le panier moyen, il a quasiment doublé depuis la mise en place de ce module parce que une fois qu'on est en boutique, on est seul, on est à l'aise, on est en confiance. En fait, on ne va pas prendre des créneaux toutes les semaines. Donc, tant qu'à faire, on est en début de saison. Et les personnes qui prennent leur créneau s'achètent 2 ou 3 pantalons là où elles en auraient peut-être acheté qu'un seul en dehors de cette mesure prise. Encore, voilà une méthode qui a été très intéressante, à mon sens, pour gérer la crise. Et puis, dernier point dont je voulais vous parler, c'est l'interne. Donc, je crois que c'est Laurence qui parlait de communication interne tout à l'heure. L'interne, c'est très intéressant aussi parce que le coronavirus n'a pas seulement des implications sur nos clients, nos publics, mais aussi sur les collaborateurs, l'entreprise elle-même. Et ça, ça peut être une façon aussi différente et intéressante de gérer sa communication en temps de crise. C'est aussi de valoriser l'interne, pareil, dans une démarche de transparence. Et notamment, j'ai accompagné un client qui finalement son activité était à l'arrêt pendant cette période, mais qui en a profité pour former les salariés, notamment grâce au dispositif de formation proposé par l'État, et qui a énormément communiqué là-dessus, notamment pendant le confinement et à la toute sortie du confinement, c'est-à-dire communiquer sur ce temps de recul qui avait été imposé à l'entreprise et qui a quasiment proposé une expérience un peu participative sur LinkedIn pour proposer à son réseau de rentrer un peu dans les coulisses, on va dire, de l'entreprise, de qu'est-ce qu'on met en place, sur quoi on travaille, voilà, quels sont
les collaborateurs, comment ils se forment, sur quoi ils se forment et quelle direction on a envie de donner pour l'avenir. Voilà. Donc ça aussi, ce temps de recul imposé a pu permettre finalement de renforcer un mode de communication qui n'était pas forcément exploité avant, qui était la communication aussi sur l'interne, avec l'interne et sur l'interne. Sur les projets sur lesquels on travaille, les compétences qu'on acquiert, etc. Et ça aussi, voilà, ça lui a permis de maintenir le lien avec son public, même s'il ne pouvait plus proposer de contenu vraiment en période de confinement comme il le faisait auparavant. Voilà. J'ai aussi, pour la petite histoire, je ne l'ai pas mis là, mais j'ai aussi accompagné pendant cette période un client qui, c'est rare, mais il y en a, qui pour le coup a, entre guillemets, bénéficié commercialement de cette situation parce que lui, il vend du mobilier urbain. Et il se trouve qu'il a référencé assez tôt sur son site internet une borne de distribution de gel hydroalcoolique pour les collectivités, les entreprises, etc. Et en fait, bah, évidemment, c'est un produit qui a explosé. Et donc, lui, il a dû avoir à gérer une situation un peu différente. Et c'est important d'en parler aussi quand on parle de communication de crise. C'est que lui, finalement, ça a été une communication de crise, mais plutôt liée au fait que en fait, son activité a explosé. Et donc, là aussi, comment gérer, comment à la fois mettre en place les process commerciaux qui font qu'il va tirer le meilleur parti possible des ventes de son produit, etc. Tout en restant sur une communication qui ne soit pas polémique, parce que évidemment, vous n'avez pas commencé à mettre forcément des bandeaux en gif animé avec des points d'exclamation partout en disant découvrez nos nouveautés Covid-19. C'est un peu difficile à mettre en place. Et donc, lui, il a eu une attitude finalement qui lui a permis à la fois de pouvoir vendre ses produits, mais en plus, parce que lui, il a une sensibilité aussi forte pour ces questions-là, il a déclenché, il est assez rapidement, voyant que les ventes s'emballaient pour ce produit-là, il a assez rapidement proposé à une association de reverser une petite part des bénéfices. C'est plutôt symbolique. Ça ne pouvait pas être de nature à mettre en péril sa marge, etc. Mais ça lui a quand même permis puisqu'il a vu tout de suite que les ventes de ce produit allaient exploser, ça lui a quand même permis de participer de façon assez conséquente à la vie de cette association. Et puis, de valoriser aussi cet acte citoyen sur son site internet. Ça a été une façon pour lui aussi de mettre en avant cet engagement qu'il a tout au long de l'année, mais qui est moins visible tout le reste du temps. Voilà. Voilà, donc 4 cas un peu différents que j'ai voulu vous soumettre parce que je trouvais que chacun à leur manière, ils avaient des aspects intéressants sur la façon de gérer la communication de crise. Du coup, il nous reste un peu de temps. J'aimerais beaucoup pouvoir échanger avec vous. Moi, si tu veux, je peux faire part d'une expérience, en fait. Ouais. Sur la partie un peu adaptation dont tu parlais. Oui. Moi, j'étais sur un lancement de produit avec un client et on avait un salon à faire. Hein. Donc, salon qui était prévu mi-avril, puis après mi-mai, puis qui a été annulé. Sauf que moi, avec ma graphiste, on avait bien évidemment travaillé tout l'aménagement du salon. Tout le travail avait été fait en créa, pardon, en exé. On était à l'étape où il fallait fabriquer tous les éléments. Donc, on s'est retrouvé avec tout ce travail, un travail énorme. Et du coup, j'ai proposé à ma cliente d'utiliser les éléments graphiques et de lui créer un support qu'on appelait de visite faussement virtuelle, parce qu'elle n'avait pas le budget pour faire de la vraie 3D, mais on a repris tout ce qu'on avait créé et on a inventé un support qu'elle, maintenant, elle utilise en conf-call, qui fait une fausse visite du salon, en fait. Et du coup, elle a rebondi là-dessus. Elle l'utilise autant en conférence de presse avec les journalistes qu'avec ses prospects dans le cadre du lancement du produit, en fait. Voilà. Super. C'est elle, si tu veux, qui m'a dit oh là là, vous avez fait tout ce boulot et elle était en demande de mais comment on pourrait l'utiliser, quoi, en fait.
Voilà. Ouais, je me permets de rebondir du Ouais. coup. Déjà, merci pour toutes ces infos. Et je vous rejoins sur pas mal de choses. Et il y a un élément sur lequel je voulais rebondir, c'est la transparence. Ouais. On parle souvent qu'effectivement, c'est toujours positif d'être transparent, etc. D'être bienveillant, ça j'en suis persuadée. De la transparence, par contre, de tout dire, parfois, n'est peut-être pas forcément bénéfique. Enfin, je sais pas si vous avez des expériences comme ça ou des exemples de vécu. Mais sur certains sujets, je sais que quand on dit entre guillemets trop la vérité, ça peut ne pas faire réagir. Enfin, tout dépend comment la communication est développée. Mais moi, en général, quand je travaille sur une communication, l'objectif, il est d'amener un changement de comportement plutôt positif. Mhm. Et parfois, il faut passer par d'autres chemins. C'est-à-dire que on n'est pas forcé de passer sur Ouais. de la transparence totale, ou en tout cas de dire vraiment tout, mais plutôt de sélectionner et d'orienter quand même, malheureusement, hein, finalement, j'ai l'impression, sans mentir, mais d'orienter les choses Ouais. pour déclencher un comportement positif. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Ouais, alors en fait, ce que je voulais dire quand je disais le truc de la transparence, mais c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que en fait, c'était plutôt considérer cette option-là. Moi, je trouve qu'en tant que communicante, consultante en web marketing, euh, en fait, on a plutôt le réflexe de conditionner le message, de le travailler, parce que ça fait partie de cette fonction de communication aussi, hein, de maîtriser, packager un peu, donc sélectionner ce qu'on met en avant, ce qu'on met pas en avant. Et donc, quand je parlais de transparence, c'était pas être transparent à tout prix et en toute situation, c'était plutôt de temps en temps s'interroger sur est-ce que la façon la plus simple de gérer ça, finalement, ce serait pas d'être transparent. Parce que je trouve, alors, dans les cas que moi je traite, finalement, comme on est dans une démarche de communication, et ben quasiment parfois la transparence ou la sincérité, elle est mise de côté automatiquement parce que comme on considère qu'on est dans une démarche de communication, qu'on crée une campagne par exemple, donc on va créer des messages, on va imaginer une façon de parler, on va imaginer des actions particulières et finalement on va pas considérer l'éventualité de juste dire les choses telles qu'elles sont. Et ça a été le cas pour le cas que je présentais là du complément alimentaire à base de cresson. C'est-à-dire que finalement, l'idée derrière, elle était pas mauvaise de dire, franchement, le coup dur, quoi. Nous, on se lance, on a absolument besoin de lancer le produit maintenant. Ça tombe pas du tout au bon moment. On met en place une promotion pour lui donner plus de chances de démarrer et pour nous permettre de survivre en tant qu'entreprise. Et voilà, et simplement le fait de le présenter en packageant un peu trop et en mettant des petits bandeaux tels que c'est ce qu'ils avaient fait au départ, hein, des petits bandeaux comme les soldes, quoi, en fait. Hein, moins coronavirus, moins 15%. Alors, l'idée, c'était, oui, d'utiliser un mode de communication qu'ils connaissaient, mais du coup, finalement, c'était très maladroit. Et là, dans ce contexte-là, il valait bien mieux la jouer. Jouer la transparence, quoi. Voilà. C'est plutôt ça que je voulais dire, mais en effet, c'est très vrai. On ne peut pas toujours être dans une démarche 100% transparente parce que ça fait aussi partie du boulot que d'amener les choses de la meilleure façon possible pour que le message transite le mieux possible. Donc, parfois, ça implique de mettre en avant certaines choses plutôt que d'autres et d'avoir au moins une démarche de tri dans l'information qu'on relaie. Ok, merci beaucoup d'avoir été présent et présente. Merci à tous et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser dans la vraie vie plus tard. Et en attendant, n'hésitez pas si vous avez d'autres sujets dont vous voulez discuter ou des questions ou autres. Je suis joignable via mon site internet, sur LinkedIn je vous avais mis mes coordonnées dans la présentation, mais bref, peu importe. Soisic Fouillant, c'est mon nom et vous pouvez me trouver facilement. Et merci et bonne fin de journée du coup à tout le monde. Merci beaucoup, Soisic.